va dans quelques jours commencer des Camerounais avec eux-mêmes. Et qui n'en soit aujourd'hui, présentation pour la première fois, ils sont là sur ce plateau parce que l'enjeu France Télévision a mis les petits plats dans les grands pour vous faire vivre minute by minute ce grand rendez-vous des Camerounais avec tout de suite et maintenant, madame, messieurs, c'est le fait du jour. Autour du contenu personne. On vous dit. Nous les avons rencontrés il y a seulement quelques heures, ça fait à peine 120 minutes, environ 100 minutes. Au moment où on fermait d'ailleurs les grilles de la prison, vers 17h. Et il faut dire que on les a dispatchés. C'est pas un travail facile pour nous. C'est un travail d'inspection. Mais surtout, nous y sommes allés du fait d'une opération que nous, au MRC, on a lancée, notamment le président national Maurice Kamto, l'opération Ardoise Rose. Donc, pour soutenir nos amis politiques, prisonniers politiques, dans l'effort qui est le leur par rapport à la rentrée scolaire ou la rentrée académique. Parce qu'ils sont des prisonniers de droit d'opinion et il faut le dire, ils n'ont pas forcément toutes les facultés, toutes les forces pour soutenir leurs enfants, leurs bambins qui vont à l'école. Donc c'est un soutien à tous les prisonniers politiques du MRC et tous comme ça. Cela a déjà été fait du côté d'Untui, cela a été fait du côté des ECA. Il y a eu un dispatching récent. Et puis, Douala, Bafoussam, Yaoundé attendent impatiemment que, effectivement, ce comité Kairos leur rende visite. Voilà, ce comité-là leur rende visite. Donc, pour que, effectivement, ils aient un soutien psychologique et surtout aussi moral de la part, non seulement des Camerounais d'ici, mais aussi de ceux de la diaspora que nous remercions éperdument. Parce que ça nous coûte beaucoup d'argent. Ok. Bonsoir, monsieur le maire Saint-Éloi Bidou. J'aime bien l'inviter quand je suis à Yaoundé, parce que c'est notre RDPC. Vous avez encore écrit au président de la République, votre champion, président national du RDPC, Saint-Éloi Bidou. Premier adjoint au maire de Yaoundé 6. Merci Serge pour cette invitation. Une de plus. Je crois que c'est la 3e ou la 4e. Oui. Et je ne doute pas un seul instant que les téléspectateurs de Kinox TV aiment bien voir ma tête, fut-elle belle ou laide, oui. C'est pas là le problème. Oui. Et oui, effectivement, j'ai commis une lettre ouverte au président de la République, oui. Pas au président national du RDPC, au président de la République, pour lui témoigner mon soutien pour l'initiative de convoquer un grand dialogue national, mais pour lui faire des propositions de l'élargissement, une proposition globale d'élargissement des débats à toutes les questions qui posent un certain nombre de problèmes dans la République. Okay. J'ai été un peu gêné tout à l'heure quand j'ai écouté mon ami Sosten Medal Dipot. Les mots ont leur poids et les mots ont un sens. Okay. Quand il a parlé des prisonniers politiques, je crois que ce n'est pas le fait du hasard s'il a ajouté le label politique dessus. Non, il s'agit des prisonniers de droit commun. À mon entendement, parce que en majorité, ils sont nombreux qui ont défié l'autorité de l'État et ils se sont retrouvés là où ils se sont retrouvés. Donc, prisonniers politiques, je crois que il ne faut pas, du moins jusqu'à ce jour, moi personnellement, je n'en connais pas au Cameroun. Okay. À côté de vous, Amélie James Kobela. Bonsoir Amélie. Bonsoir, bonsoir. Amélie, vous êtes coordinatrice générale adjointe de la coalition de la société civile pour la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Tout à fait. Vous sortez, comme ça on va le dire, de l'immeuble Étoile, les services du Premier ministre. Qu'est-ce que vous avez dit au type docteur Joseph John Gouté? Qu'est-ce que vous lui avez dit? C'est vrai que nous avons eu aujourd'hui le privilège d'être reçus par le Premier ministre. Oui. Il faut savoir que la coalition est née il n'y a pas très longtemps. Elle est l'objet d'une demande vraiment très très marquée de la commissaire des droits de l'homme aux Nations Unies, qui est Madame Bachelet, oui. Suite à son voyage au Cameroun. Oui. Et elle a donc demandé à ce qu'on fasse une coalition.
demandé et dont cette coalition est soutenue par les logés au Centre des Nations Unies à Yaoundé. Et suite donc à la sortie médiatique, nous avons décidé en tant que des personnes leaders, des femmes leaders, des activistes, des personnes de la société civile, de participer à ce dialogue parce que nous pensons qu'étant citoyens camerounais, nous devons mettre notre part, nous devons jouer notre partition dans ce grand dialogue. Et nous avons demandé une audience qui nous a été accordée et cet après-midi, le Premier ministre nous a reçus. Alors ce qu'on lui a d'abord dit, c'est qui on était, pourquoi on est né et surtout ce que nous comptons faire, la vision de la coalition. Nous ne comptons pas faire de la figuration. La vision est là pour leur dire, dans le cadre du dialogue, voilà notre apport. Et notre apport, je ne sais pas si je lance directement l'apport, on va revenir Oui, on va revenir là-dessus. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que je suis là aujourd'hui pour parler de cette coalition. Voilà, Sosten Media Report, vous étiez, on vous a vu, hein, l'immeuble Étoile l'autre jour. Tout à fait. Tous les cadres du MRC, pour ceux qui sont pas en prison, on vous a vu. Vous avez présenté votre mémorandum. Mais il y a toujours ce préalable, libération du professeur Maurice Kamto et les alliés. Mais on a appris aujourd'hui à 17h que les choses se précisaient de plus en plus. 400 délégués dès lundi, 8 commissions. Lundi, c'est dans quelques jours. Oui. Est-ce que vous avez... Comment ça se passe au MRC? Vous serez là. Ce que la communauté nationale veut comprendre, est-ce que le MRC sera là lundi? Je dois préciser, votre question est pertinente. Je dois préciser que le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, depuis 3 ans, prône un dialogue. Oui. Parce que depuis la création du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, En 2012, il est écrit très bien dans le premier pilier d'action de notre vision du MRC qu'il existe un problème anglophone au Cameroun. Contrairement à nos compatriotes du RDPC qui sont restés dans la dénégation totale. Ils ont nié l'existence d'un problème anglophone. Nous avons écrit en noir et blanc. Et nous avons soutenu cela. Et Maurice Kamto, depuis le 25 mars 2016 à Bamenda, et puis le 10 décembre 2016, du côté du meeting de Gaoundéré, avait réitéré effectivement le fait que le MRC prônait un dialogue en 2 étapes. Une étape préalable, qui est, entre autres, le pardon, aller demander pardon à nos frères et sœurs anglophones pour les crimes et délits commis, qu'ils soient symboliques ou physiques. J'ai le regret de dire à monsieur, le premier adjoint au maire, d'ailleurs le 6e, que ceux qui sont aujourd'hui en prison sont bel et bien des prisonniers politiques. Un prisonnier d'opinion est un prisonnier politique. On ne peut pas vous accuser d'insurrection et d'hostilité à la patrie et on dit que c'est un délit de droit commun. Nulle part au monde, aucun code, même le code d'Hammurabi, le plus vieux code jamais connu et écrit, ne dit pas cela. Il dit que lorsque vous êtes un prisonnier d'opinion, pour votre opinion, effectivement vous êtes en prison, vous êtes un prisonnier politique, qu'on le veuille ou pas. Et c'est de ça qu'il est question aussi par rapport à nos préalables. Les préalables du MRC, c'est aussi et surtout qu'il y a une amnistie générale. On ne peut pas penser que l'on va mettre un terme au problème anglophone qui a engendré une crise camerounaise profonde. C'est quoi cette rhétorique-là? C'est que pour nous, si vous avez mal au pied, qui est l'un des membres de votre corps, le corps humain, vous avez aussi mal à la tête, vous avez des maux de tête, vous avez de la migraine, parfois vous avez même des maux de ventre. C'est pareil pour le corps social ou le corps socio-politique. C'est de ça qu'il est question. Donc, vous ne pouvez pas dire que qu'est-ce qui a causé la crise aujourd'hui, la guerre civile qui existe aujourd'hui au nord-ouest et au sud-ouest, c'est les deux extrêmes. Les extrémistes du côté de nos frères, de l'autre rive du Mungo, qui ont pensé que pour eux la solution c'était la sécession. Au MRC, la sécession n'est pas une option. Bien compris. Au MRC, la sécession n'est pas une option. Par contre, en revanche, les discussions, le débat sur toute forme, sur la forme de l'État, quelle que soit la forme, est autorisé pour vous que les Camerounais acceptent ou alors soit tombent d'accord sur quelque chose. Donc, sur ce plan-là, les extrémistes anglophones d'un côté, les extrémistes, j'allais dire même francophones ou du régime de l'autre côté, c'est les extrêmes qui ont provoqué la guerre. Comme disait monsieur l'archevêque Desmond Tutu, si vous voulez faire la guerre, monsieur Saint-Éloi Bidon, c'est pas avec les gens avec qui vous vous entendez, c'est avec vos ennemis, avec ceux avec qui vous vous tirez dessus. C'est pas avec
j'espère que moi vous m'aimez. C'est pas avec celui que vous aimez que vous faites la paix. C'est avec l'adversaire farouche. C'est avec l'ennemi farouche. C'est de ça qu'il est question. Or, on a constaté que on en arrive à une escalade que certains Camerounais appellent aujourd'hui pratiquement un congrès extraordinaire du parti conservateur au pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Or, il faut inviter les extrémistes de votre camp. Je ne sais pas si vous en faites partie. Les extrémistes de l'autre camp, ils sont les principaux protagonistes pour le dialogue. Le dialogue. Deux paroles. Deux conceptions du monde. Deux conceptions du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Or, s'ils ne sont pas là, il y a monologue. Il y a soliloque. Autrement dit, vous parlez tout seul. Et d'ailleurs, on l'a constaté. Observez les délégations faites. Vous avez donné des chiffres tout à l'heure. Vous êtes un journaliste pointilleux. Vous avez donné les chiffres. Dans ces chiffres-là, s'il y aura 400 personnes, observez. On suppose que ce sera 10 par région. Observez la boulimie des gens du parti au pouvoir. Mais ils se sentent... On dirait que c'est le parti administratif qui se donne rendez-vous au palais de congrès pour un soliloque, que d'aucuns appellent d'ailleurs le dialogue. On ne peut pas fonctionner comme ça. Soyons vrais envers nous-mêmes. Je sais que Saint-Éloi, ça renvoie aux saints, dont les gens qui sont montés au ciel et qu'on sort. J'espère que Saint-Éloi sait très bien que pour être admis dans le clan des saints, il faut que vous soyez béatifiés. Il faut que vous soyez réconciliés avec les hommes et envers Dieu. Et c'est de ça qu'il est question. Or, on sent qu'il y a une seule partie qui est là toute seule. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition aussi de Maurice Kamto, comme l'ont exigé tous les partis politiques camerounais, sauf le parti au pouvoir, comme l'ont exigé toutes les organisations de la société civile camerounaise. Non, il y en a dans le RDPC qui ont demandé la libération. Hein. Je pense à Robert Mouté Ambassa. Là, vous avez raison. Là, vous avez raison. Je vous le concède. Oui. Vous êtes pointu à ce sujet-là. Oui. Mais il faut le dire, c'est un cas isolé. Oui. J'ose croire qu'on ne va pas le taper sur la tête très bientôt. Et donc, voilà donc, si on veut donc si on veut donc un dialogue, vous permettez que je scène à nouveau le mot, en fait, pour que la syntaxe du mot soit très bien connue, dans la morphologie même du mot. Deux discours antagonistes. Et on veut qu'ils se rapprochent et disent quelque chose de bien aux Camerounais pour l'amour de la patrie. Bien entendu. Donc, sur ce plan-là, c'est pourquoi d'ailleurs, nous sommes aussi allés donner un réconfort à nos prisonniers politiques afin qu'ils nous donnent des idées. Ne vous fiez pas aux apparences, c'est pas parce qu'ils sont dans les geôles qu'ils n'ont pas d'idées. Bien au contraire, ils travaillent beaucoup. Saint-Éloi Bidou, on va revenir sur cette délégation du centre qui allait rencontrer le Premier ministre du gouvernement, et c'est pas seulement celle du centre. On s'est rendu compte qu'elle était, on va dire, 98%, pour ne pas dire 100%, RDPC. Pourquoi? Et vous n'étiez pas parmi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y avait pas Saint-Éloi Bidou? Vous dérangez au RDPC? J'ai l'impression que je pourrais déranger. Mais avant de répondre à votre question, qui me semble d'ailleurs très orienté, je voudrais dire un ou deux mots sur la crise anglophone. Oui. Parce que quand j'ai écouté Sosten Meda Report, je me suis cru dans un amphithéâtre en train de suivre un professeur pontifier devant des étudiants. Non, vous adressez à tous les Camerounais. Et quand on s'adresse aux Camerounais, il faut s'adresser aux Camerounais avec un langage qu'ils peuvent facilement comprendre. Vous avez vu que même nous qui avons eu la chance d'être allés à l'université, on n'a pas compris grand-chose. Mais je voudrais vous poser une simple question. Qui est anglophone? Vous avez parlé de négation de la crise anglophone par le RDPC. Moi, je voudrais vous dire que le MRC a, dans ses tests, introduit la crise anglophone parce qu'ils avaient l'intention d'en faire un fonds de commerce. Qui est anglophone? Est-ce que vous savez qu'il a tout simplement fallu une règle et un bic pour décider que celui-là est anglophone et celui-là est francophone? C'est de ça qu'il s'agit. Or, nous savons bien que les deux régions anglophones sont peuplées par des Camerounais qui ont des tribus qui sont bien connues. Nous savons que
la zone du nord-ouest est peuplée en majorité, comme la zone de l'ouest, par les Grassfields. Nous savons que dans le sud-ouest, ce sont les Sawa. C'est pour ça que vous vous retrouvez avec des gens qui s'appellent Moukete, Ndale, John Gouté, Dianantamak, Arbotabi, Erbetabi, Atanganatanding. Vous voyez un peu? Atanga. Non. Voilà. Donc ceux qui sont allés de l'autre côté. Oui. Tout simplement. Donc, vous voyez donc que le Cameroun, à l'origine, était peuplé par des Grassfields de ce côté et l'autre. Et une règle est passée pour décider que, à partir de demain, ceux-ci seront appelés anglophones, ceux-ci seront appelés francophones. Que faites-vous? Que faites-vous de nos enfants? De nos enfants, parce que moi j'ai eu la paresse d'apprendre l'anglais, et je ne comprends rien. Si quelqu'un se met à parler l'anglais, là, je ne comprendrai pas. Ce sera une façon de me chasser du plateau. Mais nos enfants sont allés à l'école anglaise et ils sont parfaitement bilingues. Et quand ils se mettent à parler l'anglais, vous ne pouvez plus dire que c'est un francophone. Vous voyez un peu? Donc, il y a d'abord cette intention malicieuse du MRC de faire du problème anglophone un fonds de commerce. Moi, je suis de ceux qui pensent que les mêmes problèmes qui se posent en zone anglophone sont les mêmes problèmes qui se posent dans le village de madame, je ne sais pas d'où vous êtes, dans mon village, un peu partout. Vous ne pouvez pas faire prospérer l'idée selon laquelle le Cameroun est divisé en deux, c'est-à-dire d'un côté les anglophones et d'un côté les francophones, et qu'il faille, avec 14% de la population camerounaise, prendre une règle pour diviser les choses en deux. Ce n'est pas possible. Donc, il va donc falloir, et c'est là où il faut mettre le doigt, pendant les débats sur la crise anglophone, il va bien falloir faire comprendre aux uns et aux autres que cela n'est pas possible. De deux, je voudrais vous dire que ce qu'on appelle communément la crise anglophone est née d'une arrière-pensée politique. On nous a placé le leur qui était les problèmes corporatistes, mais il me semble que le gouvernement a apporté des réponses adéquates à toutes les revendications. C'est alors que les loups sont sortis du bois pour poser des problèmes politiques, des revendications politiques. Moi je dis, je suis du RDPC. Pendant longtemps, au RDPC, on n'a pas accepté le débat. Moi je dis, j'étais le premier à dire qu'il va falloir débattre. Débattre des problèmes qui sont posés. S'il y a des sécessionnistes, on dit généralement en français que si vous avez un différend avec quelqu'un, il refuse de vous écouter. Arrêtez-vous, écoutez la personne, vous allez comprendre pourquoi il refuse de vous écouter. Si les gens ont des vérités de sécessionnisme, il faut les écouter. Et on va savoir pourquoi ils veulent la sécession du Cameroun. Mais je suis également de ceux qui pensent que, c'est-à-dire que la partition du Cameroun est inacceptable. C'est-à-dire que, en tant que francophone, je serais prêt à aller me battre là-bas pour que ça ne se passe pas et que nos enfants ne connaissent pas ça. Okay. Il y a cet aspect-là. Et enfin, vous m'avez parlé de la majorité de participation obèse du RDPC à ces assises. Je voudrais... au niveau des délégations qui sont allées rencontrer le Premier ministre. Je voudrais vous dire que je commets une tribune vendredi où j'interroge la légitimité de ceux qui ont été désignés pour aller à ces assises. Dites-nous, qui les a désignés, Saint-Éloi Bidou? On voit les listes là, département. Qui les a désignés? Non, mais vous savez que le grand dialogue est organisé. C'est organisé par l'État. Saint-Éloi Bidou, ça veut dire que ces gens qui sont présentés au Premier ministre, c'est ticket d'invitation, une fois pour le dialogue lundi. C'est les mêmes qu'on va retrouver là-bas? De toutes les façons, moi je ne suis pas invité. Et je voudrais
vendredi, qu'on mette une tribune Oui. en direction du Premier ministre pour interroger d'abord la légitimité de ceux qui ont été choisis. Vous pensez vraiment qu'on peut aller dans un dialogue sérieux quand on veut vraiment arranger un problème avec des hommes qui, ma foi, on a du mal à savoir s'ils sont encore suffisamment équilibrés. Donc, je dis qu'il faudrait revoir les listes des participants à cette assise. Ça doit être sérieux. On ne doit pas dire de ce dialogue, comme on a dit de Fumban, que ça a été une tromperie. On ne doit pas dire de ce dialogue que ça a été une ruse, comme on a dit de la tripartite. Oui. On doit appeler sur la table des hommes qui ont des voix qui portent et des voix qui comptent. Et on les connaît. Et dans la lettre ouverte au président de la République tout à l'heure, je lui ai suggéré des noms. Vous avez bien lu la tribune, ce n'est pas forcément des gens qui sont au RDPC, mais c'est des gens que les Camerounais écoutent tout au moins. Il y en a beaucoup dans cette liste-là, en particulier celle du RDPC, où en majorité, les gens sont politiquement insolvables. Et il va falloir corriger ça. Amélie James, on connaît votre combat pour la femme, la jeune fille, la femme de manière globale. Et pour ce qui nous réunit aujourd'hui, le président a dit principalement les régions nord-ouest et sud-ouest. Et lui-même, à l'entame de son discours du 10 septembre, il a dit depuis 3 ans, les 2 régions sont en proie à une crise. Dans tout ça, la femme est celle qui paye le plus fort, le prix le plus lourd. Certainement. C'est ça votre combat? Mais permettez-moi, parce qu'au nom de la coalition, ça fait partie des combats, des axes stratégiques que nous allons aborder. À partir de lundi. Vous m'avez demandé tout à l'heure, qu'est-ce que nous sommes allés dire au Premier ministre, qu'est-ce que nous comptons faire. La coalition ne compte pas se rendre, comme dit monsieur, à un congrès du RDPC. Nous ne pensons pas que c'est ça. Pour nous, c'est quelque chose qui est très sérieux. Nous avons une grande menace d'une insécurité incroyable et nous comptons jouer notre partition dans la société civile pour que ça n'arrive pas. Parce que ceux qui n'ont jamais été en guerre ne savent pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on est parti dire au Premier ministre en première partie? On est parti lui dire que la première chose pour que ce dialogue-là se passe bien, c'est déjà que les 2 parties en conflit s'abstiennent déjà des actes abominable sur les gens qui portent atteinte aux droits de vie et aux droits de l'homme. Nous sommes partis demander que cesse le feu. Nous n'allons pas demander à la force de l'État de baisser des armes. Ils ont pour mission de sauver les gens d'un côté comme de l'autre. Donc nous ne demandons pas ça. Mais nous disons que le temps du dialogue, qu'on arrête d'entendre les coups de feu. Juste le temps du dialogue et non, après. Pour commencer. Parce que ce serait dommage de faire le dialogue pendant qu'on continue de tuer. Donc, que chacun... À l'allure où vont les choses, là. Voilà. Parce qu'on a vu chacun mette... On a vu le ministre de l'AT tout à fait. Que chacun mette la main à la pâte pour que ça n'arrive pas, pour mettre les bonnes conditions pour que ce dialogue-là se passe. Ce que nous avons demandé, c'est qu'il y ait une représentation des 2 parties. Et il faudrait bien qu'on ait d'un côté les gens et d'un autre côté les gens, parce que comme dit monsieur, il ne faut pas qu'on se retrouve avec un truc où on pensera qu'on nous a trompés et qu'on retrouve des gens qui n'ont rien à faire là, qui ne sont pas les vrais acteurs. Mais le président a dit qu'il y aura les représentants des groupes armés. Ben voilà, on va voir. Non, nous, on insiste quand même sur notre demande, parce que c'est écrit, on l'a remis au Premier ministre aujourd'hui, que nous, cette coalition... Ils disent qu'ils ont peur de venir. Est-ce que vous avez demandé qu'il y ait des gages? Nous avons demandé, dans un de notre axe, c'est que l'État mette des mesures d'apaisement. Ce qu'on appelle les mesures d'apaisement, c'est qu'ils mettent aussi, ça veut dire qu'il ne faut pas que quelqu'un, en venant au dialogue, se retrouve à la DGSN. Donc, il faudra que l'État fasse un geste dans ce sens-là. Maintenant, nous allons laisser les spécialistes des géopolitiques et tout le reste de trouver les meilleures mesures d'apaisement qu'il y a. Monsieur, lui, réclame la libération de son leader. Les autres vont dire qu'il y a ceci. Nous, on dit on veut des mesures d'apaisement de la part d'État, de sécuriser et de vraiment rassurer, de garantir que ça va se passer sans que des cordons dehors viennent arrêter des gens qui sont sur les listes ou qui sont poursuivis. Ce qu'on a également demandé, c'est que au niveau de la société civile, c'est qu'on nous permette de travailler pour les aides humanitaires, pour permettre à ces personnes-là de pouvoir aller aider sur place toutes les personnes qui sont vulnérables. Nous appelons donc à ce respect et les tables de négociation,
quand vous parlez des femmes, elles sont les premières victimes avec les enfants. Elles sont devenues l'arme de guerre dont nous demandons que ces femmes soient représentées sur ces tables-là, les femmes des deux côtés. Il ne faut pas oublier que, généralement, on parle des victimes, mais on regarde toujours des forces de l'État. Mais de l'autre côté, ce sont aussi des victimes qui sont aussi camerounaises. Les femmes, les épouses, les filles, les enfants de ce qu'on appelle séparatistes, qui sont aussi enrôlés dans cette guerre et qui sont aussi des victimes. Parce qu'elles sont peut-être obligées de supporter leurs fils dans cette guerre-là. Donc, que toutes les femmes soient là et que sur l'étape des négociations, on retrouve. Parce que nous, la société civile, ce que nous allons faire, c'est la veille. Une veille citoyenne pour que tout ce qui sera comme déclaration, recommandation, décision de ce dialogue, que ce soit respecté. Alors là, nous allons vraiment veiller. Nous ne partons pas faire de la figuration et nous ne partons pas au congrès du parti au pouvoir. Nous partons à un dialogue national pour faire. Et autre chose qu'on a demandé aussi au Premier ministre, c'était la création des comités. Oui. Ces comités qui ont fait leur preuve en Côte d'Ivoire, au Rwanda, en RDC. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas ces comités justice, vérité, pardon, réconciliation? Et voilà, et que dans ces partis, encore une fois, il y a des gens qu'il ne faut vraiment pas mettre là, parce que si on les trouve là, ce n'est plus crédible. Donc, je ne sais pas, ils sont nombreux, je ne vais pas commencer à les citer. S'ils se retrouvent dans lundi, vous faites comment? Mais la société civile va se lever pour dire non. Nous sommes le bras séculier de l'État. Mais le président a dit que c'est les fils et filles de ce pays. Vous allez exclure des gens? Non, on ne va pas exclure les gens au dialogue, mais il faut mettre les gens qui vont vraiment faciliter. Mais s'ils viennent à ce dialogue, ils viennent reconnaître leurs torts. Vous faites comment? Ben oui, mais s'ils viennent reconnaître les torts, oui, ça, voilà, il faut les admettre. Oui. Voilà, il faut les admettre. Il faut donc exclure personne. On exclut, c'est ça que je veux vous dire. Oui. Tout le monde doit être représenté. Et puis on doit écouter tout le monde. Si quelqu'un vient demander pardon, on y va. C'est pour ça que je vous parle des commissions. Oui. Les commissions justice, paix, vérité, pardon, réconciliation. Elles ont fait leurs preuves dans d'autres pays. Donc si quelqu'un vient dire « je regrette », on écoute. On est là pour écouter et pour échanger. Et c'est dans ce cadre-là que nous, on va jouer notre partition et de veille citoyenne à ce que tout ça soit respecté. Sostène Médard-Lipote, vous avez parlé tout à l'heure, vous dites qu'on s'achemine vers un congrès du RDPC, mais qu'est-ce qui vous amène à croire que ce sont ces gens qui ont défilé? Je suppose que vous basez sur les gens qu'on a vus défiler chez le Premier ministre, John Gouté. Vous êtes sûr que c'est les mêmes qu'on va retrouver dans la salle à partir de lundi? Mais prioritairement, c'est-à-dire que les gens du régime, du parti au pouvoir, et les gens de ce qu'ils appellent G, c'est pas 20 combien, je n'en sais rien, et puis aussi, sans doute aussi des corps, des OSC, organisation de la société qui civile, sont proches du régime. Mais c'est pas ça que nous voulons. Si on veut un vrai dialogue, tout à l'heure, Monsieur le Premier adjoint au maire m'a poliment en fait attaqué en disant, c'était poli, hein, poliment attaqué en disant que c'était comme si c'était à l'université. Non, les gens ont compris. Rassurez-vous. Si vous voulez, j'explique, c'est un peu comme, parce que nous sommes le soir, et c'est comme le soir au village. Oui, justement. Vous savez, quand au village, on dit à un sage, fut-il très jeune ou un vieillard, qui la sorcellerie tue les enfants et les vieillards au village, les femmes et les enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on écarte les sorciers de la palabre, de la grande palabre? Les tueurs. Est-ce que les tueurs sorciers, on les écarte? On les associe à la palabre. Chez les Bassa, pour bâtir, on appelle ça le djim. Là, tout le monde vient. Que ce soit le tueur présumé, que ce soit la victime, et tous les autres. Même le fou a la parole. Il dit même celui qu'on croit être fou, il a la parole. La parole n'est interdite à personne. C'est une instance de délibération, d'exorcisme en quelque sorte aussi, de résolution des conflits. Et ce que nous voulons dire ici, c'est qui les forces en présence lorsqu'on parle de dialogue? Je reviens ici, c'est d'abord ce qu'on pense être les sorciers du Cameroun. C'est qui tuent ou qui contre-tuent, de part et d'autre. Attention, plus de 2000 morts en zone anglophone, des civils notamment, des femmes, des enfants, des centaines de soldats. Moi, je suis fils de soldat. J'ai horreur de voir un enfant soldat ou policier mort ou blessé. Parce que j'en ai été traumatisé dans mon enfance. Parfois, lorsque, enfant, nous rentrons de l'école, on nous disait qu'il y a un cadavre, en fait, à l'école de gendarmerie. On allait voir cela sans nos enfants. On faisait Vous êtes du côté de Ngouaikele, là? Oui, je suis au plateau à Temengue. Ouais. En fait, du lycée général Leclerc. Bien. Oui, c'était le lycée de Ngouaikele. C'était aussi mon lycée. Oui. Ce que nous voulons, c'était une parenthèse. Ce que nous voulons dire, vous êtes maire à Yaoundé. Je suis né à Yaoundé, au plateau à Temengue. Mon date de naissance était écrit République fédérale du Cameroun. C'était écrit département d'Union et Sanaga. Je crois que je suis dans la vérité encore.
Et c'était écrit mairie de Yaoundé. Et ma mère nous dit que lorsque nous avons quitté le camp militaire au plateau de Temengue pour l'hôpital central, parce que curieusement les femmes accouchaient souvent à la maison, puis on amenait les enfants et la mère à l'hôpital, la mère et les enfants avaient 2 repas par jour. Je ne suis pas sûr que la forme de l'État a fait à ce que ça s'améliore. Je ne suis pas sûr. Je crois même qu'il n'y a même pas de repas. D'abord, vous devez payer dès votre entrée. Je ne dis pas qu'on ne doit pas payer, mais je dois dire qu'il faut faire attention. La forme de l'État, c'est celle qui nous convient le plus. Et je ne suis pas sûr, madame, vous êtes la société civile, nous avons beaucoup de respect pour vous. Vous, notamment, vous avez beaucoup travaillé pour les femmes depuis l'Europe. Oui. On vous connaît très bien. Mais je dois dire que lorsque nous avons travaillé auprès de Justice Ayapol, il n'était pas du MRC. Il n'était pas de notre parti politique. Non, Justice Ayapol, au magistrat, l'un des modérés de la crise anglophone, qui préconisait des solutions, il avait été jeté en prison. Lorsque nous avons également travaillé, y compris Maurice Kamto, il était son avocat. Lorsque nous avons travaillé pour Arbo Bala, Maître Arbo Bala, grand et brillant avocat anglophone, ce n'était pas notre parti, non. Maurice Kamto s'est imposé dans la population camerounaise juste après l'élection présidentielle, ou au moment de l'élection présidentielle. Nous, pour nous, la vérité des urnes, c'est qu'il est élu. C'est ça. Il est légitime. Il y a quelqu'un qui est là, qui est légal, mais il n'est pas légitime. Il y a une différence entre les deux. Donc, sur ce plan-là, je rappelle une chose à M. Bidon, l'apartheid était légal. Pic Botha et Peter Botha, tous ces Botha-là et consorts, même De Klerk, étaient des présidents. C'était un président légal, mais il était illégitime. C'est Mandela, le tout premier président légitime d'Afrique du Sud. Donc, il y a une différence avec cela. Donc, pour revenir à tout cela, et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons eu près de 500 arrestations de personnes. Pour revenir justement au dialogue, si, disons, le parti politique ou la coalition gagnante qui a pris part à l'élection présidentielle dernière est reléguée au rang de on ne sait rien, mais vous vous êtes trompé. La sociologie politique est différente. Autrement dit, ce que les gens pensent. Nous avons fait le tour du Cameroun pratiquement depuis que l'élection présidentielle est passée. Les Camerounais croient au MRC et à la coalition gagnante. Ils croient en nos idéaux. Donc, effectivement, si on pense que, pour nous, le préalable de libérer nos leaders pour qu'ils viennent porter la parole de cette coalition gagnante et du MRC est inutile, mais soliloquer, ben voilà tout seul. Il y a des gens qui marchent en haut tout seul. Hein. Les Camerounais ont même trop de problèmes d'argent. Il faut les voir marcher en haut tout seul, sous ce soleil-là. Ça chauffe et puis ils bavarent tout seul. Non, on ne veut pas en arriver là au palais de congrès de Yaoundé. Et est-ce que notre compatriote Dion Gauthier, qui a des qualités intrinsèques et personnelles indéniables, mais franchement, il est disqualifié pour être celui qui va modérer ce type de rencontre? Pourquoi bien lui-même, l'octogénaire qu'il est, âge aussi respectable et respecté, pourquoi ne peut-il pas lui-même dire, j'espère qu'il va le faire, j'espère qu'il va le faire, pourquoi ne peut-il pas le faire? Qu'il écoute les cris, les lamentations des Camerounais, les pleurs des Camerounais, et que des estropiés de guerre, pas seulement civils, y compris militaires, viennent, ils prennent pas qu'on les expose comme des singes, mais que, ça n'a rien à voir avec ça, mais que l'on comprenne la douleur qui traverse les Camerounais aujourd'hui, y compris ceux qui pensent que ce président-là n'est pas légitime. Parce que nous voulons dialoguer. Et dans ce dialogue, quelque part, c'est aussi une affaire de cœur, avant d'être même une affaire de corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons faire des concessions. Nous pouvons aussi, mais chacun va d'abord avec ses positions, mais en sachant qu'il va faire des concessions, qu'il peut faire des concessions. Et disons-nous une chose, c'est que, Monsieur Bidon, le problème anglophone n'est pas le problème de la langue. Non, s'il vous plaît, ne partez pas avec ce type d'approche. Il se trouve que, quand le Cameroun, juste une minute, quand le Cameroun est devenu indépendant, le Cameroun francophone est devenu indépendant le 1er janvier 60, depuis déjà la signature du traité germano-camerounais ou germano-douala, bien entendu, les Allemands avaient fait à ce que des Grossais Camerounais à Cameroun avaient atteint presque le double de la superficie actuelle. Plus de 900 000 km². Jusqu'à Oyem au Gabon, jusqu'à Berberati en RCA, jusqu'à Moundou au Tchad. Sans compter la partie nord, de Northern Cameroun là-bas de l'autre côté. 900 000 km². Mais du fait des turpitudes à la fois des Nations Unies et de la SDN, on a été réduit comme pour le chagrin. Et bien sûr les pays qui nous administraient.
Et pour la première fois que les Camerounais peuvent avoir l'occasion de se mettre autour du feu au village, admettons-le, et de dialoguer, de parler, de se dire ce qu'ils peuvent dire, exorcisme, de se dire les vérités, et par convention de convenir que le problème est que Biya Paul n'a jamais respecté ses engagements. Il a fait sauter le verrou de la limitation des mandats, de la tripartite. Il n'a jamais pu faire la décentralisation au Cameroun. Et c'est à l'ordre du jour, là. C'est dangereux. Oui, si vous voulez la faire, il faudrait refaire une réforme administrative. Oui. Donc, sur ce plan-là, bien entendu, tout le monde est admis. Le leader, Maurice Kamto n'est pas le leader du MRC, c'est le leader des Camerounais, selon le vote populaire. Okay. Et en même temps aussi, je dois vous dire que, quoi qu'on dise, nous vivons là, la société mondiale, même la société civile mondiale, l'accepte telle qu'elle, y compris les sociétés savantes. Il y a aussi des qualités qu'on reconnaît à votre président de parti politique. N'est-ce pas? Bon, je ne sais pas lesquelles encore, mais il semble qu'on nous a oubliés depuis longtemps. Okay. Mais le plus sûr, c'est que tous les Camerounais auraient dû être invités à cela. C'est pourquoi le MRC a aussi posé comme préalable la sécurité de ceux qui vont venir. Oui, y compris M. Ayoub Tabé. On le fait venir, on assure sa sécurité. Y compris les plus grands criminels, présumés criminels d'Amazonie ou de ce côté. Parce qu'on a aussi vu des soldats qui ont tué des enfants sur le dos de leur maman. Y compris des personnalités comme celle-là. Donc, les forces armées, ceux qui sont armés, y compris notre armée républicaine, qu'on peut respecter, y compris ceux qui sont des rebelles, qu'ils se fassent représenter par des leaders politiques à cela. On n'a pas besoin d'une confrontation entre les forces. Oui, je vous passe. Je vous passe la parole. Mais je tiens à préciser à Sosthène Médard à l'époque que les chefs du FACO se sont réunis. C'était le 21 septembre justement dernier. Ils disent qu'il y a des jeunes, des bandes armées qui sont dans la forêt, qui aimeraient participer au dialogue à travers, par vidéoconférence, à travers toutes les plateformes qui existent pour leur sécurité. Hein, ils n'ont pas confiance. Donc, à partir de la forêt, ils vont participer à ce dialogue. Je vous ai vu prendre beaucoup de notes, Saint-Éloi Bidou. Allez-y. Non, je crois qu'il ne faut pas caricaturer le dialogue. C'est beaucoup plus sérieux que ce que vous voulez dire là. Vous disqualifiez le Premier ministre John Gouté. Je voudrais vous dire que celui qui méprise l'envoyé du roi méprise le roi. Et ce n'est pas la première fois que les militants du MRC ont des attitudes désobligeantes à l'endroit du président de la République. Vous ne pouvez pas vouloir la place de quelqu'un et puis mépriser la fonction. Il y a d'abord ça. Je vous dis que si vous allez au dialogue avec la mentalité d'aller combattre le RDPC, vous aurez déjà loupé tout sur le débat. La situation est suffisamment grave. Elle doit être prise au sérieux. Il y a des morts, et beaucoup de morts. Et le président de la République, M. Paul Biya, a été entraîné dans une guerre qui lui a été imposée. Il a déclaré la guerre. Maintenant, attendez, quand vous héritez d'un pays, un pays qui est un et indivisible, et puis des individus sortent de quelque part, vous imposent la partition du pays. Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse? Lui qui est le garant du fonctionnement des institutions, lui qui est le garant de la souveraineté, lui qui est le garant de l'intégrité du territoire. Qu'est-ce que vous auriez voulu qu'il fasse? À sa place, j'aurais fait ce qu'il a fait. C'est-à-dire défendre l'intégrité du territoire. Vous ne pouvez pas le lui reprocher. Maintenant, 3 ans après, vous avez évoqué 2000 morts. Vous-même, vous devez trouver que 2000 morts, c'est trop. Et le président de la République vous a appelé au dialogue. Ce dialogue, qu'est-ce qu'on va rechercher là-bas? Nous allons rechercher la paix. Et pour avoir la paix, il faut d'abord conquérir la paix des cœurs. Vous vous êtes évertué tout à l'heure à essayer de définir le mot dialogue. Le mot dialogue, dans son acception étymologique, signifie une conversation, signifie un échange. Il faut être au moins à 2. Alors, le président de la République
a opté pour le dialogue. Le dialogue, le dialogue, ils l'ont appelé le dialogue inclusif. Je suis de ceux qui pensent que vous n'avez aucune raison de remettre en cause la bonne foi du président, d'inviter les gens au dialogue et prétendre qu'on pourrait les interpeller les uns et les autres. Non. Paul Biya n'est pas Dieu. Non, quand on vient au dialogue, on vient. Il y a 4 objectifs à atteindre pour un dialogue. On doit se regarder face à face. On doit se parler. On doit s'écouter. Et on doit se comprendre. On doit être sincère. Et on n'est pas obligé. Ajoutez sincère. On n'est pas. Retour sur le plateau Equinox Yaoundé, toujours en compagnie de Sosten Meda Liporte, Amélie James Kobila et Saint-Éloi Bidou. Saint-Éloi Bidou, je vais commencer avec vous. Les commissions, on parle de 400 délégués pour le grand dialogue national à partir de lundi prochain. 8 commissions, ça fait 40 personnes par commission. Et le communiqué dit que on va travailler essentiellement sur les thématiques énoncées par le président dans son discours du 10 septembre dernier. Le bilinguisme, la diversité culturelle et la cohésion sociale, la reconstruction et le développement des zones touchées par le conflit, le retour des réfugiés et des personnes déplacées, le système éducatif et judiciaire, la décentralisation et le développement local, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, le rôle de la diaspora dans le développement du pays, etc. Qu'est-ce que le président a mis dans etc.? Est-ce que c'est les autres problèmes? Parce que lui-même dit, il reconnaît que la crise, le dialogue concernera principalement la situation dans les régions nord-ouest et sud-ouest, mais il est évident qu'en cela même, il touchera les questions d'intérêt national, telles que l'unité nationale, l'intégration nationale, le vivre ensemble, et il ne saurait intéresser uniquement les populations de ces 2 régions. Non, je crois que le président a suffisamment balisé l'ampleur du dialogue qu'on est en droit d'attendre. C'est-à-dire que il ne s'agira seulement pas de la crise anglophone. Parce que je peux vous dire qu'il y a des problèmes dans ce pays qui s'opposent. Je vais vous prendre un exemple. Si on ne réussit pas à réconcilier les sardinards et les tontinards pendant ce dialogue, et si ça se déclenche après le dialogue, vous avez vu ce que l'élection présidentielle nous a apporté. Donc c'est un problème sérieux qu'il faut prendre au sérieux. Il faut ranger ça dans ce qu'il a mis, tel que l'unité nationale. Oui, parce que l'unité nationale, l'unité nationale est très menacée et il faut utiliser les mots qu'il faut. On a vu un affrontement verbal. Du moins, il est resté que verbal. Il n'a pas été physique, mais qui peut garantir quoi pendant la campagne électorale. Et tout le monde sait que les tontinards, qui on appelle tontinards, c'est les Bamileke, et qui on a appelé sardinards, c'était les petits. Et vous avez vu la tension qu'il y a eu pendant la campagne électorale. Il faut donc exorciser ce type de démons qui ont essayé de prendre de l'ampleur. Il y a beaucoup d'autres questions qui se posent. Quand le président dit qu'on va débattre de la décentralisation,
je crois qu'il faut comprendre par là que... Saint-Éloi Bidoum, permettez, lorsque vous dites qu'il faut à tout prix débattre de cette question Sardina Tontina, vous évoquez la présidentielle. Mais on sait, est-ce que vous comprenez l'attitude des militants MRC qui veulent que leur leader fasse partie de ce dialogue? Est-ce qu'on va débattre si la personne n'est pas là? Le professeur Maurice Kamto est un prisonnier de droit commun qui s'est rendu coupable des actes de rébellion. Ils ont inventé un concept, les marches blanches. On enseigne ça où? Ça signifie quoi? Qui vous a dit que les libertés, toutes les libertés ne s'exercent que dans les limites des lois qui les prévoient. La liberté de marcher n'est pas un droit absolu. Donc, le professeur Maurice Kamto et ses amis et ses camarades se sont rendus coupables des actes de rébellion puisque les autorités administratives avaient interdit ces marches. Il s'agissait de la défiance. Mais si on se compare de pardon, Saint-Éloi Bidoum, est-ce qu'on ne devrait pas à un moment s'arrêter pour repartir? Pourquoi on n'appellerait pas les autres? Il faut la dynamique. Les Camerounais ne doivent pas penser que le pouvoir est dans la rue. Le pouvoir n'est pas dans la rue. Il s'exerce. Maurice Kamto n'a jamais gagné l'élection. Mais Sosthène Médard Lipote a dit tout à l'heure que Maurice Kamto avait gagné. Non. Maurice Kamto est professeur de droit, professeur d'université et de droit. Et nous savons, et c'est lui-même qui a enseigné ça. Maurice Kamto, moi j'ai étudié dans les ouvrages de Maurice Kamto, où il commence un grand livre de grand système politique par la phrase suivante: rien n'est possible sans les hommes, rien n'est durable sans les institutions. Il faut donc commencer par respecter ces institutions. On ne peut pas gouverner un pays avec les idées d'un autre pays, ou d'une organisation. Non, on gouverne un pays avec les lois du pays. Okay. Et Maurice Kamto lui-même a enseigné que la Constitution, le Conseil constitutionnel est l'organe suprême qui statue en premier et dernier ressort. D'où cela sort-il qu'après les résultats, qu'un individu se lève et dit qu'il a gagné. De toutes les façons, ce n'est pas un droit. La présence de Maurice Kamto au dialogue n'apporte pas de la plus-value au dialogue. Okay. Là où il y a de la plus-value, c'est si le MRC, le parti MRC, vous n'allez pas me faire croire que vous êtes tous des possédés du professeur Maurice Kamto au point de dire que s'il ne vient pas, s'il n'est pas libéré, vous n'allez pas au dialogue. Non, ce n'est une occasion qu'il ne faut pas louper. Il faut venir au dialogue, justement pour poser, mettre le doigt, enfoncer le clou là où il faut. Okay. Alors, si vous décidez de pratiquer la chaise vide, j'ai dit que vous n'aimez pas le Cameroun et vous n'aidez pas le Cameroun. Il faut que tout le monde vienne au dialogue parce que le dialogue, c'est fait pour se dire des choses et en face. Okay. Et on doit tout se dire. Il n'y aura pas de sujet tabou. Et juste pour terminer, pour dire à Sosthène Médard Lipote que la forme de l'État, si vous regardez bien l'histoire du Cameroun, pratiquement, c'est un problème qui revient chaque 15 ans, chaque 20 ans, sur les crises sur la forme de l'État. Voilà. Et en 1961, le Cameroun était un État fédéral. En 1972, il est devenu un État unitaire centralisé. En 1996, il est devenu un État unitaire décentralisé. Et 20 ans après, des voix s'élèvent pour dire qu'il faut le fédéralisme. Mais ce que vous devez comprendre, et c'est vous qui êtes des enseignants, pour dire que la forme de l'État ne se décrète pas. On peut en débattre. Si on n'est pas d'accord, la Constitution du Cameroun prévoit des mécanismes pour régler les conflits issus du désaccord sur la forme de l'État. Okay. Et on va donc devoir passer au référendum. Merci. Et je dis, peut-être à l'attention de mon ami du MRC, le RDP c'est un grand parti. Parce que, vous voyez, tout le monde pense que
On ne peut pas débattre sur la forme de l'État. Moi, je suis pour le fédéralisme. Ok. Mais malheureusement, je suis minoritaire. Et comme disait Rousseau à l'Assemblée française, je ne m'incline pas parce que ce que je dis est faux. Je m'incline parce que vous êtes majoritaire à penser faux. C'est ça la règle de la démocratie. Merci. La loi de la majorité. Merci Saint-Éloi Bidou. On espère que vous allez plus vous plaindre que le temps. On vous a laissé parler. Ok. On a rétabli l'équilibre. Voilà. Le temps de permettre à Sosten de préparer son... Je sais qui veut vous répondre. Hein. Amélie James Kobela, vous avez suivi le discours de Saint-Éloi Bidou. Oui. Vous avez évoqué en première partie vos missions vérité et réconciliation. Pour Saint-Éloi Bidou, ceux qui sont reconnus, entre guillemets, un certain nombre d'actes doivent rester, même si c'est le dialogue. Et ils n'ont pas droit d'assister à ce dialogue. Est-ce que vous comprenez? C'est pas notre position par rapport à... C'est pas notre position parce qu'à partir du moment où on décide de faire un dialogue, on accepte de discuter avec l'ennemi, entre guillemets, avec celui qui vous contredit, celui avec qui vous êtes, du moins les parties en conflit doivent s'asseoir sur la table. Ça, c'est notre position. Et ça fait partie des choses qu'on a dites au Premier ministre aujourd'hui, que nous, coalition, nous attendons qu'il y ait les représentants des partis en conflit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport au nombre de personnes qui mettent même 500 ou 1000. Nous, on veut la représentativité des personnes qui puissent vraiment parler de ces problèmes-là, les vrais acteurs. Vous exigez un quota pour les femmes on n'a pas mis un quota, région? Je demande si vous exigez. On n'a pas mis un quota, mais on a exigé la présence des femmes sur ces tables de réconciliation. À peu près combien? Le tiers? La moitié? Comme au Rwanda, vous voulez la moitié? Pourquoi pas kiff-kiff? Bon, rêvons. La moitié? Oui, rêvons, kiff-kiff. Donc 20 femmes, 20 hommes? Oui, pourquoi pas? Ok. Par exemple, ce sont elles qui sont au premier rang, les premières victimes. Femmes utilisées comme armes de guerre. Elles sont les mamans qui voient leurs enfants tués et tout le reste. Donc elles ont un rôle. Et c'est pas pour ça que nous sommes dans ce mouvement de femmes bâtisseuses de paix. Parce que nous devons arriver à mobiliser toutes les femmes des deux partis pour qu'on puisse agir d'abord en tant que mère, avant d'être... parce que elles sont les mères des combattants des deux partis et de tout le reste. Donc pour moi, qu'il y ait 40 personnes ou 400 personnes ou 50 personnes, nous, la société civile, nous allons veiller à ce qu'il y ait une équité, une équitabilité entre les personnes, qu'il y ait une justice, qu'il y ait une égalité, que les femmes soient là et surtout que tous les parties prenantes dans le conflit soient représentés. Et ça fait partie de ce que je vous ai dit, les mesures d'apaisement du gouvernement. Ça veut dire que quand il faut rassurer les gens qui viennent. Il faut rassurer quand même quand vous décidez d'aller voir un ennemi pour qu'il accepte de vous casser la cola, vous partagez un truc. Donc dans le panier de l'État, il faut des mesures d'apaisement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'on soit à ce moment-là qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être là pour des raisons politiques. Vraiment, j'essaie de ne pas trop glisser sur le terrain politique avec les deux politiques que j'ai autour de moi. Mais je veux dire, quand on part dans un truc comme ça, on donne quelque chose. Donc, les mesures on lâche un peu. On lâche un peu. Voilà, que le gouvernement ne soit pas on demande au DPC de lâcher un peu. Donc, il peut un peu lâcher. Parce que, non, monsieur non, je n'ai pas demandé ça. L'exemple que j'ai pris, non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le MRC est déjà présent. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dans mes mesures d'apaisement, j'ai pris comme exemple de pouvoir laisser certaines personnes qui sont recherchées ou qui sont inscrites sur des listes que le jour où elles mettent les pieds en Simalène, on les arrête. Si elles décident de venir dans le cadre... C'est-à-dire la diaspora qui est officier au niveau des aéroports. Voilà, il ne faut pas que quelqu'un en venant ne revoit plus ses enfants parce qu'il finit dans les cellules ou dans les sous-sols de la DGSN. Vous avez dit ça au Premier ministre John Gouté aujourd'hui? De toute façon, on a, pas comme on a dit là, mais on a dit qu'il faut que l'État donne quelque chose, que l'État propose des mesures d'apaisement. Nous lui avons dit ça au Premier ministre aujourd'hui. Premier ministre John Gouté, vous lui avez dit ça? Tout à fait, nous lui avons dit. Il a bien écouté. Il a bien écouté. Il a bien écouté et il a trouvé d'ailleurs qu'on était une coalition de très haute qualité. Il a surtout apprécié la qualité des individus qui composent. Parce qu'il y a 32 Vous avez parlé du professeur Justine Difo qui est la coordinatrice générale. Elle est le chef de file. Elle est le chef de file, la coordinatrice générale. Et moi, je suis la coordinatrice générale adjointe. Il y a tout un bureau. Et il y a 32 structures. Voilà, donc nous étions tous là, il nous a tous reçus et on s'est tous présentés
Et il a apprécié la qualité de cette coalition, la qualité des éléments qu'il y a dedans. Donc c'est ça que je suis en train de vous dire, que ça, c'est pas le débat. Le débat, c'est que tout le monde soit représenté. Ouais. À partir du moment où on décide d'aller régler les problèmes, on se donne les moyens de régler ces problèmes, quoi que ça coûte. On dit qu'il y a des moments où on avale, des moments où on crache. Là, il faut avaler. Pour qu'on puisse... Il ne pourra pas écouter les mots des gens. Il ne pourra pas écouter leurs cris, comme il disait tout à l'heure, si les gens ne sont pas là pour dire ces mots et pour dire ces cris. Parce que nous, société civile, nous avons, comme je disais à M. Sosthène tout à l'heure, je lui disais, nous, on a un peu les mains, on ne peut pas, il y a des endroits où on ne peut pas aller, on est obligé de mettre le fond et la forme. Bon, c'est vrai que quand ça ne va pas, on tape la main sur la table et on fait des rapports alternatifs qui contredisent complètement ce qui est là-bas. Mais pour ça, il faut que ce soit vérifié et clair. Mais nous, encore une fois, on ne va pas faire de la figuration et on va vérifier. Ça, il faut que ces commissions-là, ce soient les gens, les vrais bénéficiaires, les vrais acteurs de ce conflit qui doit être autour de la table, d'un côté comme de l'autre. Et ça, nous allons faire de la veille. Notre coalition va veiller sur ça, parce que si on se retrouve avec des gens qui sont par exemple victimes qui ne sont pas là, ou les gens qui ont des problèmes... Non, le président a dit qu'on va écouter des victimes. Voilà, il a dit des groupes armés et des victimes. Et des deux côtés, les représentants des forces de défense et de sécurité, des groupes armés et des victimes. Tout à fait. Et s'il n'y a pas cette représentativité des deux côtés, nous, société civile, on va se lever et on va crier. Voilà. Ok. Sosthène Bédali Porte, vous avez suivi également attentivement Saint-Éloi Pidoum. Il pense que si le professeur Maurice Kamto n'est pas libéré, il y a quand même une autre ressource au MRC qui ne doit pas louper ce grand rendez-vous. Qu'est-ce que vous en dites? Mais c'est son point de vue. Ça l'engage tout seul. Tout seul. Le train de la paix en quête. Moi, je vous autorise à parler que moi je parle. Donc, ce que nous voulons dire à ce sujet-là, Oui. un chef d'État d'une démocratie, d'un grand pays démocratique qu'on présente aussi comme un modèle de démocratie, a dit un jour, en 68, que si on est venu lui dire que son principal opposant était aussi dans la rue avec les étudiants pour casser. Et c'était les années 68. Et quand on lui a rapporté cela, il a répondu à ces gens, mais si j'enferme mon principal opposant, c'est que j'ai enfermé notre patrie. Je suis démocrate, nous sommes en démocratie. Je n'embastillerai jamais mon principal opposant. Ça s'appelle aussi l'élégance. Non, vous caricaturez là. Moi, je vous autorise à parler, même si vous dites des Non, choses. non, vous ne pouvez pas, ce n'est pas ce qu'il a dit. Parce que je dirais ce qu'il a dit, exactement. Il ne faut pas caricaturer la pensée d'un grand homme. Allez-y. Vous pouvez encore continuer à parler. Oui. Donnez le nom de la personne alors. En tout cas, si c'est... Et le jour et l'année. Si vous voulez imiter mai 68, alors, vous n'avez qu'à regarder la répression des Gilets jaunes il y a quelques jours. Donc, c'était dans un pays démocratique, hautement démocratique. Une démocratie depuis plus de siècles. Vous avez la faculté, l'art au RDPC, de faire de la falsification de la vérité. Ne vous énervez pas, monsieur. De l'histoire. Et c'est comme ça que vous continuez à falsifier encore la vérité et l'histoire par rapport à ce qui va arriver. À ce soi-disant grand débat national, vous falsifiez la vérité. Certes, on vient de voir qu'un certain Barretta a été invité à prendre part anglophone à ces assises. Je tiens à rappeler qu'une demi-douzaine d'associations combattantes anglophones ont écrit dans un consortium, une lettre pour dire qu'ils n'assisteraient pas à ces assises. Ça devrait nous faire mal au cœur, au lieu de falsifier la vérité. Je dois aussi dire que lorsqu'on parle ici, lorsque nous évoquions, vous avez évoqué les élections, vous voulez les ravaler au rang, tout simplement en réalité d'entraînement. Non, les élections dans un pays, ça s'appelle aussi la participation politique. Et lorsque les Camerounais ont participé à un grand événement, ils ne sont pas prêts de l'oublier comme vous voulez raser l'histoire. Et lorsqu'on en appelle à un dialogue, dit-on national, on devrait inclure ça dans l'agenda de cette histoire. Pourquoi? Parce que tout simplement, il arrive que lorsqu'une élection se déroule, c'est des règles du jeu à l'intérieur, code électoral, ainsi de suite. Il arrive aussi que le Cameroun a signé des conventions et des traités. Je ramène ça au niveau de la famille, pour qu'on nous entende très bien.
Je m'appelle Monsieur Tartampion. Ma famille, je suis chef de famille, femme et enfant. Et dans ma famille, il y a des règles. On dîne à 20h. Si vous n'êtes pas là à 21h, votre repas, c'est pour demain matin. Ce n'est qu'un exemple. Ou alors, vous êtes libre de dîner même jusqu'à minuit. Vous arrivez, la femme de ménage peut vous servir même jusqu'à cette heure-là. Ça peut être une règle dans la maison de Tartampion. Mais il arrive que si Tartampion s'inscrit dans une association du village ou du quartier, qu'on appelle communément chez nous réunion. Là-bas également, il y a des règles. On dit réunion le premier dimanche du mois. Si vous vous y inscrivez, vous êtes tenu, vous, monsieur Tartampion, de respecter, en dehors des règles de votre maison, de respecter les règles de ce qu'on appelle là-bas la réunion dans l'association. Or, c'est au-dessus de vous, parce que l'association, la réunion en question, c'est beaucoup de familles. Et si vous allez au niveau régional, ou africain, ou international, c'est comme ça qu'on appelle la hiérarchie des normes juridiques, des règles. Vous n'êtes pas dans un... S'il vous plaît, mais laissez-moi donc expliquer, effectivement. Laissez-moi vous expliquer. Le rôle d'un intellectuel, c'est d'adapter la situation, justement, de s'adapter à la situation précise. Laissez-moi expliquer cela comme... puisque vous nous appelez tontinard. J'assume. Le mot tontinard, ce n'est pas de la géographie. Ce n'est pas de l'ethnographie. C'est une certaine façon de penser et d'être. Je suis tontinard et je l'assume. Ce que nous voulons dire ici, c'est que si le Cameroun, qui a sa constitution, qui autorise qu'il y ait des marches pacifiques, le terme marche blanche existe bel et bien, allez regarder vos lexiques et surtout le Wikipédia peut-être. On enseigne ça où? S'il vous plaît. Alors, si disons, vous le Cameroun, vous avez des règles de votre constitution qui dit là que la marche pacifique est reconnue et que celui qui est chef de l'État et les sicaires du régime violent cela et tabassent les opposants, c'est eux qui ont violé la loi. Si le sous-préfet d'un arrondissement à qui on a dit ceci, M. Tartampion arrive, il dit « J'ai eu une manifestation le 10 octobre », alors que la loi du Cameroun, celle de 055-90 de 1990, dit que le sous-préfet remet immédiatement le récépissé. C'est écrit comme ça, madame. Donc c'est une injonction de la loi, de la règle nationale au sous-préfet. Ils ne le font pas avec le MRC au moins 9 fois sur 10. Il dit au moins 9 fois sur 10. Donc, il ne le fait pas. Il ne remet pas immédiatement le récépissé. Et que la loi a prévu d'autres dispositions par rapport à cela. Si on vous a pas remis, ça a valeur de ceci ou cela. Et d'ailleurs, c'est vous qui assurez la police de la manifestation ou de la réunion publique. Encore que certains d'entre eux, lorsque nous sommes à notre siège, envoient Abraham pour venir nous y arroser. Notre siège, donc notre domicile privé. C'est qu'il y a une violation flagrante de la loi, de la flagrance. Donc, notre constitution, notre loi, vous ne la respectez pas. La constitution, vous ne la respectez pas. Et maintenant, la réunion familiale africaine, parce que nous avons ratifié la charte africaine de la démocratie, de la gouvernance et des élections. CADEC, nous l'avons ratifié, donc nous l'avons signé. Donc nous sommes à cette réunion africaine. Vous comprenez quelque chose? Nous ne respectons pas les règles de cette réunion, où nous sommes allés nous-mêmes nous inscrire. Tout le monde, tous les élèves ne comprennent pas tout au même moment. Hein. Oui, mais si la majorité comprend, c'est bon. Je suis sûr que la majorité des Camerounais le comprennent. Donc, si, disons, vous allez de vous-même vous y inscrire, et que vous refusez encore de respecter cela, je tiens à vous dire que le dossier de Maurice Kamto et du MRC pour la présidentielle, c'est à l'Union africaine. Il y a une institution qui fait partie de l'Union africaine.